Bonjour à tous nos auditeurs de Live Doctor. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie du docteur Philippe Nuss. Bonjour mon cher confrère. Bonjour. Vous êtes ancien interne des hôpitaux psychiatriques, vous êtes docteur en sciences, vous êtes praticien hospitalier, mais vous êtes surtout psychiatre. Et nous allons comprendre pourquoi je le dis d'emblée. Vous enseignez également à Oxford pour le Collège européen de neuropsychopharmacologie. Vous êtes chercheur dans une unité prestigieuse qui est l'UMR 7203, qui est une unité qui est composée de l'École normale de chimie, du CNRS et de l'INSERM. Excusez du peu. Vous êtes essentiellement et quotidiennement responsable de l'unité de psychiatrie de jour et de l'addictologie à l'hôpital Saint-Antoine. Et surtout, ce qui explique notre venue, vous êtes le spécialiste, on peut dire ça, le spécialiste de la schizophrénie, et surtout de la schizophrénie dans ses formes débutantes. Et dans ce cadre-là, outre votre activité quotidienne, vous avez mis en place une manière originale d'aider les familles de schizophrènes, et vous avez des consultations pour ces familles. Voilà. Écoutez, c'était important de prendre ces quelques secondes pour vous présenter, et j'ai oublié plein de choses vous concernant, volontairement, sinon votre modestie aurait souffert. Eh bien aujourd'hui, donc, nous allons parler avec vous, si vous le voulez bien, de la schizophrénie. Alors, première question, qu'est-ce que la schizophrénie aujourd'hui? Alors, la schizophrénie, c'est un trouble qui a la caractéristique de commencer à l'adulte jeune. Je pense que c'est quand même un point assez intéressant. Bien qu'il existe des schizophrénies de l'enfance et des schizophrénies tardives, globalement, c'est une pathologie de l'adulte jeune qui se manifeste par une rupture franche du fonctionnement préalable. Et cette rupture fait que les personnes qui en souffrent ont comme caractéristique d'être coupées des autres. Ça, c'est le premier point. Donc, ils sont plus comme avant, ils sont plus en lien avec les autres et ils présentent des manifestations qui se rajoutent à ce qu'ils connaissaient auparavant. Habituellement, c'est des voix, souvent c'est des interprétations, parfois c'est des sensations. Et puis, ils ont aussi des symptômes qui, normalement, sont des manifestations qu'on a dans la vie quotidienne, par exemple, rire quand on est content, tendre la main quand on vous l'attend, et ces patients ne les présentent plus. C'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Quand on regarde plus en avant dans leurs troubles, on se rend compte qu'ils ont une manière de penser qui est différente. Et cette manière de penser consiste à analyser le monde sous un angle inhabituel. Ce monde est fait par le fait d'avoir un trouble de l'attention, c'est-à-dire on perd l'attention, on est vite distrait par quelque chose qui apparaît. Donc du coup, ça entraîne des difficultés scolaires. C'est aussi des troubles de la mémoire, notamment de la mémoire contextuelle, c'est-à-dire que d'habitude, cette information-là, dans ce contexte-là, ça veut dire ça. Et là, comme il y a une perte du contexte et qu'il y a un trouble de la mémoire, dite mémoire de travail, eh bien, les personnes sont perdues dans leur vie quotidienne. Donc on se trouve face à des jeunes qui soudain sont différents, n'arrivent plus à fonctionner avec leurs amis, n'arrivent plus en classe, sont bizarres, et très fréquemment, comme ces personnes sont souvent très intelligentes, elles fabriquent une manière de comprendre l'étrangeté qui les habite par un délire. Et le délire est souvent extrêmement intelligent, extrêmement abstrait, extrêmement intellectuel. Ça peut être un délire international d'un complot, ça peut être un délire intellectuel sur l'origine de l'écriture, ça peut être un délire religieux sur l'explication du Dieu. Et on se trouve avec des personnes qui sont à la fois très coupées, très envahies par leurs pensées, très attachants et très froids. Et ce mélange désarçonne tellement les familles que pendant très longtemps, ce trouble est quasiment ignoré de la famille, tellement les personnes n'ont pas de code dans leur tête pour comprendre ce qui leur arrive à leurs enfants. Vous avez parlé de mode d'entrée de la maladie, enfin en tout cas de début chez les jeunes. Est-ce qu'il y a un âge moyen d'entrée dans cette maladie ou cela peut apparaître à différents moments de la vie? Globalement, ça apparaît à l'adolescence. On a des formes très précoces qui commencent vers l'âge de 13 ans, qui sont plus rares.
L'âge moyen est entre 15 et 25 ans, souvent chez les gens qui avaient un bon niveau préalable, parfois chez des personnes qui étaient déjà des personnes timides, un petit peu isolées, un petit peu ayant des difficultés à avoir des amis, mais parfois ça peut apparaître chez des gens sans aucun antécédent, brutalement. En réalité, dans les formes débutantes, il n'est pas facile de faire la différence entre une schizophrénie et un trouble bipolaire, parce que les modes de début ressemblent, et c'est pour ça que la plupart des médecins ne se prononcent pas au début, lorsque la personne commence à avoir des manifestations, parce que après plusieurs années, on a très fréquemment des surprises, c'est-à-dire certains patients qui nous paraissaient très envahis par le délire, très isolés, très incapables de se concentrer, progressivement avec le temps et le traitement, deviennent beaucoup plus ouverts, beaucoup plus faciles, beaucoup plus enclins à rentrer en lien, à réapprendre des nouvelles choses. Alors que d'autres personnes qui paraissaient plus légères, juste avec un petit trouble d'allure un peu dépressive, en fait, progressivement, sont envahies par les symptômes de psychose. Et donc là, il faut faire très attention au début de se dire que ce qu'on appelle psychose, c'est en fait un ensemble de symptômes, mais qui ne fait pas encore la maladie. C'est qu'après plusieurs années qu'on peut faire le diagnostic de la maladie. On commence, grâce à vos explications, à mieux cerner, et cerner d'une manière plus fine, la définition de la schizophrénie. Quelle est la place, la prévalence de la schizophrénie en France actuellement? Alors, la prévalence de la schizophrénie dans le monde oscille entre 0,8 et 1,2%, avec ce qu'on appelle un coefficient d'urbanicité, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'incidence de la schizophrénie en ville. Pour des raisons assez complexes, peut-être liées à l'environnement infectieux qui préside à la ville, et que les grossesses qui ont lieu quand il existe plus de germes, plus de virus, peuvent entraîner plus de malformations in utero qui conduisent ultérieurement à l'apparition de la schizophrénie. Je vais vous poser une question qui revient souvent dans les consultations et que l'on peut lire dans les magazines. Y a-t-il des familles qui peuvent entraîner, et je fais attention aux mots que j'utilise, l'apparition d'une schizophrénie? Alors, ça a été très longtemps une hypothèse qui a été faite, c'est que l'éducation de la personne qui va devenir schizophrène est une éducation avec des carences ou des surdéterminations de certains enjeux affectifs. La réalité, c'est qu'en fait, la schizophrénie, comme la plupart des maladies mentales, est une maladie génétique. Et par exemple, quand on regarde les jumeaux monozygotes, c'est les jumeaux qui partagent exactement le même matériel génétique, quand l'un est malade, l'autre l'est dans un cas sur deux, alors que la schizophrénie concerne 1% de la population. Donc ce qui veut dire que la moitié des symptômes la moitié des causalités qui peuvent induire la schizophrénie sont de nature génétique, et l'autre moitié sont de nature environnementale. Dans l'environnement, il y a bien entendu l'éducation, mais il y a aussi tous les facteurs environnementaux, qui sont les facteurs de carence, qui sont les facteurs d'exposition à des stress, qui sont des facteurs notamment la prise de cannabis, qui est un pourvoyeur de précipitation vers la schizophrénie. Donc c'est 50-50? À peu près. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis. Oui. Parce que ça a fait débat. Vous êtes jeune, mais un jeune et brillant praticien, mais c'est quelque chose qui a fait débat à une époque, Oui. en France et ailleurs d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est acquis. Oui. Aujourd'hui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on envisage la génétique, on envisage une génétique croisée avec l'environnement. En fait, on sait qu'une grande partie du génome sert à reproduire et une grande partie du génome sert à s'adapter. Et donc, le génome qui préside à la fabrication du cerveau, qui est l'organe qui doit être extrêmement précisément reproduit parce qu'il y a des fonctions extrêmement précises à maintenir, et extrêmement souple parce que la vie nécessite un ajustement, c'est une génétique très particulière que celle du cerveau, puisqu'elle est à la fois très précise et très souple. C'est-à-dire qu'il existe un grand volant dans la génétique du système nerveux central qui est sensible à l'environnement. Et donc on sait que beaucoup de facteurs environnementaux qui avaient été identifiés par les psychanalystes sont des facteurs qui vont avoir un impact sur cette partie du génome qui est liée à l'environnement. Et donc on a effectivement un certain nombre de sujets qui, lorsqu'ils comportent
en même temps une fragilité génétique et en même temps des facteurs de risque, ça va entraîner la cristallisation d'un tableau psychotique. Y a-t-il des moyens de prévention de cette affection? Alors, la prévention de la schizophrénie est un vaste sujet. On distingue 3 types de prévention. La prévention primaire qui permettrait l'absence d'éclosion du trouble. La prévention secondaire qui permettrait que lorsque les troubles commencent, on diminue le risque de bascule vers la pathologie. Puis la prévention tertiaire qui est celle dans laquelle les sujets, une fois malades, vont avoir un pronostic moins mauvais. Pour la prévention primaire, dans la schizophrénie, on n'a actuellement aucun élément en faveur de cette prévention. La prévention secondaire, on commence à en avoir, notamment dans les familles à risque, de diminuer les stress, notamment les émotions exprimées familiales, qui doivent être diminuées, l'exposition à des facteurs de risque comme la dénutrition et comme le cannabis ou les autres drogues, l'alcool aussi. Ce qui compte surtout dans cette prévention secondaire, c'est l'âge. Puisque comme c'est une pathologie qui commence entre 15 et 25 ans, l'âge de 11-15 ans est un âge crucial. Et personnellement, je suis extrêmement attentif à tous les discours de santé qui font que cet âge doit être protégé d'un certain nombre de facteurs de risque, notamment les drogues, et aussi tous les facteurs de stress qui sont liés à la scolarité, qui sont liés aux enjeux parentaux, et que c'est très important, quand on a un enfant fragile, émotif, de lui donner l'occasion d'exprimer son émotivité et pas de trop le contenir. J'imagine aujourd'hui que les médecins généralistes, les pédopsychiatres sont sensibles à cet aspect des choses et qu'il y a un discours qui est un discours qui devrait s'étendre et permettre justement cette, non pas ce diagnostic, mais peut-être cette prévention. Et peut-être que les services, les pouvoirs publics sont sensibles à cet aspect aujourd'hui, plus qu'avant? C'est une question compliquée parce que, en fait, les facteurs de risque de la schizophrénie sont des facteurs qui sont faibles. Par exemple, tout le monde, quand on prend le cannabis, connaît des gens qui consomment du cannabis et qui ne vont jamais développer de la schizophrénie. Donc, du coup, faire un discours de risque face à quelque chose qui, à l'évidence, correspond à un grand nombre de sujets qui ne sont pas fragiles, du coup, ça marche pas. En revanche, si on dit qu'il y a des facteurs qui sont délétères quand les gens sont fragiles, c'est-à-dire ça nécessite un discours un peu plus sophistiqué que de dire c'est dangereux. C'est dangereux si on est fragile. Et c'est quoi être fragile? Être fragile, c'est à ce moment-là, il faut décrire. Donc là, si vous voulez, pour les pouvoirs publics, c'est très difficile de faire la prévention. La seule chose que je regrette personnellement, c'est qu'on n'insiste pas sur le danger potentiel. Parce qu'en fait, au bout du compte, tout le monde est conscient du fait que des médications, quand elles sont mal prises, des substances, des toxiques qui sont pris à mauvais escient, l'isolement et le stress, tout le monde est conscient que c'est dangereux. Et malgré tout, le stress est dit comme quelque chose de valeureux, le cannabis est considéré comme quelque chose qui permet de devenir adulte. Et donc, tout d'un coup, ces éléments dont on sait qu'ils sont fragilisants sont métamorphosés dans le discours plutôt comme des éléments positifs. Et donc ça, je trouve que ça n'est pas bien et qu'il faut absolument dire « nous sommes tous des êtres fragiles, nous avons une vie entière à faire, nous n'avons qu'un seul cerveau, il existe des facteurs environnementaux qui nous sont personnellement défavorables, bien qu'ils ne puissent pas l'être pour d'autres. Et là, je pense que c'est un discours qui n'est pas assez tenu. Vous nous parlez de la schizophrénie aujourd'hui. Il y a 20 ans, le diagnostic était différent, en tout cas dans sa terminologie, et on avait une approche qui était beaucoup moins fine, beaucoup moins élaborée. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'évolution de la maladie sur ces 15-20 dernières années? Alors, l'évolution de la schizophrénie est extrêmement intéressante parce que, à l'inverse de la plupart des autres pathologies mentales comme le trouble bipolaire ou les troubles anxieux, qui sont décrits depuis la très haute antiquité, Arrêté de Cappadoce, même dans les Égyptiens de l'Égypte ancienne, et Hippocrate avaient déjà décrit les troubles comme le trouble bipolaire, les troubles anxieux, l'hystérie. En revanche, la schizophrénie n'est apparue
dans les classifications qu'au XIXe siècle. Ce qui veut dire que, bien qu'elle existât, on ne la mettait pas en valeur en tant qu'entité morbide. Donc, ce n'est pas le lieu d'expliquer pourquoi c'est apparu si tardivement, mais ça nous montre quand même que les conceptions qu'on a sur cette maladie sont très dépendantes du groupe social, de la conception sociologique et culturelle de l'endroit où on se trouve, et ce qui explique en partie pourquoi les classifications changent incessamment concernant cette maladie, puisque les entités définies le sont par rapport à un regard social. Au 19e, le regard social est plutôt un regard de contrôle, et comme le schizophrène pose problème en ville, puisqu'on passe du modèle rural au modèle urbain, à ce moment-là, l'entité émerge. Puis apparaissent les modèles de les maladies neurologiques, avec Charcot, avec les grands auteurs de la fin du 19e siècle, et donc on définit la schizophrénie par rapport à ces modèles, et notamment par l'extension de ces modèles dans la psychanalyse. Et les premières classifications de la schizophrénie sont soit des classifications dites fonctionnelles, c'est-à-dire l'apparition d'un déficit à un âge précoce, et ça s'appelle la démence précoce, soit la définition liée à la psychanalyse, liée à l'absence de construction psychique du sujet. Donc on voit les deux grands mouvements culturels du début du XXe siècle, un mouvement, je dirais, culturel qui fait apparaître le sujet comme un sujet conflictuel, c'est la vision freudienne, et dans ce sujet conflictuel, il y a quelque chose qui n'advient pas, c'est la psychose, et donc jusqu'à la moitié du XXe siècle, cette conception du sujet non advenu, c'est-à-dire du sujet non construit, est présente dans la tête des psychiatres, en même temps qu'est présente dans la tête du psychiatre l'autre conception culturelle, c'est l'apparition du déficit. Et donc, jusqu'à les années 1960, la schizophrénie, c'est une maladie où le sujet n'est pas advenu et qui conduit à un déficit. Avec les modifications de la conception du système nerveux central, les modifications plutôt anglo-saxonnes de la conception du monde, apparaît la notion de handicap, apparaît la notion du cerveau ordinateur. Et à partir de ce moment-là, les maladies comme la schizophrénie sont des maladies dans lesquelles on considère le trouble de la pensée en premier chef, et le trouble de la pensée en termes d'attention, de mémoire, de capacité contextuelle, de planification de l'action, comme un ordinateur. Alors que jusqu'alors, les classifications du trouble de la pensée étaient plutôt de la trouble de la pensée des métaphores, des images. Et en même temps, apparaît la notion de handicap, puisque dans le fond, ce qui va compter, c'est pas tellement les symptômes, c'est ce qui gêne dans la vie. Et à partir des années 1970, la schizophrénie change de visage, la notion déficitaire n'est présente que chez certains sujets, et les troubles délirants ne sont plus perçus comme tels, mais sont plutôt perçus comme des troubles du fonctionnement cérébral en tant que du cerveau ordinateur. Donc du coup, les médicaments qui sont parus à l'interface dans les années 50, qui traitaient le sujet non advenu et qui traitaient le déficit, deviennent aujourd'hui des traitements de la cognition et du handicap. Donc on voit comment, avec les cheminements de pensée, les choses changent. Au XXIe siècle, les choses changent encore, puisqu'on a mis en évidence beaucoup plus la neuroplasticité et les troubles qui correspondent à ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire le trouble du rapport à l'autre. Grâce aux découvertes qu'on a faites sur l'autisme, le cerveau sert à communiquer avec les autres, et que c'est peut-être ces anomalies du cerveau qui correspondent au réseau neuronal du lien social qui sont altérées dans la schizophrénie. Donc vous voyez que tout au cours de ces différentes années, les choses changent parce que la société change de regard sur l'homme. Et la schizophrénie, qui est une maladie spécifique à l'espèce humaine, qui correspond à la pensée qu'on a sur sa propre pensée et sur sa compréhension du monde, forcément change parce que le regard sociétal sur soi, le monde et sa place dans le monde change. Et en fait, cette évolution va se faire avec l'avancée des sciences et des techniques, avec ce que vous avez très justement présenté, cette évolution, cette connaissance, cette science de la génétique qui va apporter un éclairage nouveau, totalement novateur sur d'autres affections, mais sur cette affection en particulier, avec aussi une meilleure connaissance plus fine
de la distribution de cette maladie chez les jeunes, entre les femmes, les hommes. Qu'en est-il aujourd'hui de cet état? Oui, effectivement, c'est un point très, très subtil. Officiellement, le sexe ratio de la schizophrénie est de 1 sur 1, un homme, une femme. En réalité, on a beaucoup plus d'hommes atteints que de femmes. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui correspond à un moment critique du développement du cerveau, qui est l'adolescence, pendant lequel il y a un remaniement des réseaux neuronaux. Or, ce remaniement est beaucoup plus précoce chez les garçons parce que les hormones androgènes activent ces réseaux, alors que les hormones œstrogènes les protègent. Donc, bien que officiellement le trouble soit d'un sexe ratio de 1 sur 1, en réalité, les hommes sont plus atteints parce que leur cerveau est atteint plus précocement. Pour ce qui concerne les aspects génétiques, en fait, on se rend compte que c'est une génétique qui n'est pas du tout mendélienne, qui est une génétique qui correspond à des multiples micro-facteurs génétiques croisés à l'environnement. Donc on ne trouvera jamais le gène. Et dans une famille qui présente une anomalie chez plusieurs membres de la famille, on va se trouver avec des personnes qui vont avoir des gènes différents dans la causalité du trouble. Quels sont les symptômes majeurs de la schizophrénie? Quels sont les signes qui vont nous permettre de faire ce diagnostic? Alors, cette question est extrêmement subtile en fait à comprendre. Parce qu'il faut distinguer dans cette maladie encore plus que dans les autres, les symptômes tels que nous les observons et les symptômes tels qu'ils sont éprouvés par le patient. Je crois que vraiment, s'il existe une pathologie au sein de laquelle les symptômes éprouvés sont très particuliers, c'est la schizophrénie. Vu de l'extérieur, pour nous, les symptômes, c'est des symptômes, comme on l'a vu tout à l'heure, de repli, le patient a du mal à sortir, des symptômes liés à l'ajustement social, les personnes s'ajustent mal en groupe, les personnes perdent l'initiative, les personnes interprètent, les personnes entendent des voix, les personnes sont dans une difficulté de préparer à leur avenir, d'anticiper ce qui peut arriver. Vu de l'extérieur. Donc on a l'impression parfois que le patient reste dans sa chambre, ne fait rien, rêvasse, a des paroles incohérentes et utilise des conceptions intellectuelles complètement abstraites, et ce qu'on appelle le rationalisme morbide. Si on prend maintenant l'angle du patient et qu'on essaie de comprendre l'expérience patient. Pour comprendre ça, l'idée c'est de comprendre le cerveau comme une machine qui traite de l'information, des signaux, et notre cerveau est envahi de milliards de signaux qui correspondent à toutes les informations que nous avons à l'instant T, mais aussi toutes les informations que nous avons eues préalablement, mais aussi toutes les informations qu'on espère dans l'avenir. Donc notre cerveau, face à tant de myriades d'informations, doit les sélectionner pour avoir l'impression de ne vivre qu'un seul présent. Il se trouve que le schizophrène, lui, il est soumis à des informations différentes, ce qui fait qu'il est obligé, pour lever les ambiguïtés et comprendre ce qui lui arrive, de construire une nouvelle métaphore du monde. Si moi, par exemple, quand j'entends le sirène d'une voiture qui passe, cette sirène me dit quelque chose parce qu'elle résonne dans mes aires auditives, et que pendant que j'entends cette sirène, mon trouble attentionnel fait que je prête attention à quelque chose de latéral, je vais dans ma tête me dire « Ah, mais ce signal latéral que j'entends et cette sirène qui me dit quelque chose, si elles sont ensemble, c'est donc que ça veut dire quelque chose. » Et ma partie intelligente de moi invente un délire. Donc la personne soumise à l'effet de la schizophrénie a des informations sensorielles inadaptées, des éléments de traitement de la mémoire entre cette information et mon passé inadéquates, et je suis obligé de ce fait, d'inventer une nouvelle explication. Donc aujourd'hui, je ne veux pas dire nouvelle maladie, mais en tout cas nouveau moyen de faire le diagnostic, nouvelle définition même de la schizophrénie. Et le traitement dans cette affaire, nouveau traitement ou bien le même traitement qui a évolué? Oui, alors là, vous touchez un point très sensible. Alors que les progrès de compréhension de la maladie sont très importants, le traitement, au plan pharmacologique, reste assez semblable. Ça s'appelle les neuroleptiques ou les antipsychotiques.
Et là, on voit bien que même quand on regarde juste l'origine du mot antipsychotique, tout se passe comme s'il y avait un germe qui s'appelait la psychose ou le schizocoque, et vis-à-vis duquel il fallait mettre un antibiotique, l'antischizocoque. Et on voit bien que ce modèle ne marche pas sur cette maladie, car on vient de le voir, c'est une maladie dynamique. Donc la nouvelle conception qu'on a sur le mode d'action des médicaments, donc des anciens médicaments qu'on considérait comme des anti-hallucinatoires, comme des anti-symptômes négatifs, comme des anti-autistiques, comme des anti-quelque chose. On parlait de modificateurs du comportement également. Eh bien, la nouvelle manière qu'on a de les voir, c'est de les considérer comme des modulateurs des informations cérébrales. Comment, face à cette sirène de tout à l'heure qui prenait toute ma place et vis-à-vis de laquelle elle activait mes aires auditives qui laissaient, parce que le filtre qui faisait que normalement j'entends pas mon cerveau, se levait, et donc cette sirène levait dans ma tête des sons et des paroles et des mots et des concepts, et bien ces éléments-là envahissaient le champ de ma pensée. Donc qu'est-ce que va faire l'antipsychotique? Il va diminuer cette hyperréactivité auditive. En même temps qu'il va faire quoi? Il va m'aider à concentrer mon attention sur le trouble attentionnel où je divergeais et je prêtais attention aux battements d'ailes de papillon qui étaient dans le lointain et qui occupaient tout mon esprit. Donc du coup, le même traitement, on considère qu'il soigne, mais pas par le même mécanisme. Jusqu'alors, on disait ça bloque l'excès de dopamine et c'est à cause de ça que les gens n'entendent plus leur voix. Aujourd'hui, on sait que cette modulation de la dopamine permet au système global cérébral d'utiliser mieux son GPS intérieur pour pouvoir avoir une représentation du présent plus ajustée. Malheureusement, les médicaments ont beaucoup d'effets secondaires, n'agissent que sur cette sensibilité dopaminergique, alors qu'on sait que beaucoup de nos patients ont des anomalies neurodéveloppementales, les réseaux neuronaux se sont mal construits, ou ils ont été détruits ou modifiés à l'adolescence, mais aussi d'autres neurotransmetteurs que la dopamine sont impliqués, et enfin d'autres systèmes comme les neuromodulateurs, les lipides cérébraux sont impliqués. Donc aujourd'hui, on ne touche avec nos traitements qu'un tout petit bout du camembert qui permettrait de comprendre comment améliorer nos patients. Vous avez parlé là de médicaments, donc de chimie. Je sais aussi que vous êtes un spécialiste des lipides dans la schizophrénie. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, en fait, comme on le voit, la manière que j'ai de décrire les choses, c'est une manière qui met en évidence le cerveau comme un organe cybernétique, c'est-à-dire un organe où il y a, quand une partie du cerveau travaille, les autres parties du cerveau s'ajustent. Pendant que je fais un jogging, mes aires motrices s'ajustent au mouvement, mais mes aires intellectuelles s'ajustent aussi. Ce qui fait que je ne peux pas apprendre par cœur un texte pendant que je suis en train de courir. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas réfléchir. Donc ça veut dire que quand j'active une zone, les autres zones du cerveau s'activent elles aussi concomitamment. Et ces éléments permanents d'ajustement réciproque des zones du cerveau, qui sont reliés entre elles par ce qu'on appelle le connectome, tous les zones sont connectées les unes avec les autres, entraînent un fonctionnement synchronisé de l'ensemble du cerveau. Et cette synchronisation est extrêmement fine et nécessite beaucoup de systèmes d'équilibre, notamment des systèmes de fine-tuning, d'équilibre très fin de l'information à l'instant T. Une information, une fraction de seconde avant, une fraction de seconde après, ça ne veut pas dire pareil. Et ce ajustement très fin est lié dans le cerveau à des neuromodulateurs dont la plupart d'entre eux sont des lipides. Donc on a des dérèglements des gros systèmes qui sont les neurotransmetteurs et des dérèglements des petits systèmes qui sont lipidiques. Et aujourd'hui, on conçoit le cerveau du patient schizophrène comme une machine qui a déréglé ses synchronisations, plutôt que comme une zone qui fonctionnerait trop. On peut imaginer que dans le futur, les travaux que vous menez avec tous vos collègues sur cette transmission, sur le rôle de ces lipides, pourra améliorer, j'imagine, la distribution de ces médicaments ou d'autres médicaments. Puisque c'est pour nos téléspectateurs, c'est bien ça, in fine, Oui. vers quoi vous vous dirigez. L'idée, si vous voulez, c'est de concevoir des médicaments qui seraient moins ciblés sur une seule cible pharmacologique, mais sur une coordination des cibles pharmacologiques. Et donc, effectivement, actuellement, on est dans les balbutiements de ça, parce que
c'est déjà très très difficile d'agir sur une cible, mais agir sur une coopération de cibles entre elles, ça devient très difficile. Mais il y a quand même pas mal de tentatives, notamment avec les stimulations magnétiques, hein, parce qu'avec une stimulation magnétique, on peut activer une zone et désactiver une autre, et ce faisant, on change l'ensemble de l'équilibre du fonctionnement cérébral, au moins en termes d'activité électrique, ce qui est quand même beaucoup. On peut faire aussi effectivement d'autres types de tentatives en utilisant par exemple certains médicaments antiépileptiques qui peuvent équilibrer l'activité cérébrale. Et puis ça nous amène aussi à la question psychologique, parce que qu'est-ce que c'est que la psychologie, la psychothérapie? C'est une nouvelle manière d'expliquer la signalisation cérébrale. Au-delà donc de ces traitements, j'allais dire classiques, ou en tout cas habituels, connus, aujourd'hui, la psychothérapie a encore sa place, et toute sa place. Et de plus en plus. La psychothérapie est de plus en plus prescrite chez les patients schizophrènes qui jusqu'à présent, parce qu'on était dans la logique psychanalytique, où le sujet n'était pas advenu, donc considérait que le sujet n'était pas présent à la question, et qu'au contraire, si on l'interrogeait, on le dissociait. Actuellement, on est beaucoup plus dans une logique de la psychothérapie, où on fait même de la psychothérapie des hallucinations, on fait de la psychothérapie sociale, et tout ce qu'on appelle la remédiation cognitive permet de comprendre les dysfonctionnements de compréhension du sujet, et du coup, on l'aide à mieux comprendre quelle est l'intelligibilité qu'il peut avoir dans une situation. Prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui doit aller acheter sa baguette. Quand il doit acheter sa baguette, pourquoi reste-t-il chez lui? Est-ce qu'il ne sent pas la faim? Est-ce qu'il a peur dans l'escalier de croiser quelqu'un qui le persécute? Ou peut-être simplement, et c'est ce qu'on découvre, il ne sait pas comment dire bonjour. Et du coup, en lui apprenant les conventions sociales, du fait de se dire ça n'est pas dangereux de dire bonjour, tout le monde dit bonjour, bonjour madame, est-ce que je pourrais prendre une baguette? Ça l'aide à sortir. Alors que quand on fait un travail psychique sur la persécution, etc., on l'aide beaucoup moins. Donc actuellement, on fait beaucoup de travail psychothérapeutique sur les espaces très minimes, mais très bloquants, au sein desquels les sujets sont bloqués dans leur déroulement social. Et ça se fait avec des tests où on mesure les représentations cognitives que se font les sujets lorsqu'ils ont une tâche à accomplir. Ça peut être de demander un rendez-vous, ça peut être de faire son lit, ça peut être d'être avec ses parents pour une fête de famille. Qu'est-ce qui est compliqué? Est-ce que compliqué, c'est quand le dîner ou quand la réunion de famille est finie, de se dire que tout le monde va s'en aller et que je vais rester tout seul? C'est peut-être à cause de ça que je ne vais pas arriver à rentrer. Ou est-ce que ce qui est compliqué pour moi, c'est pour aller à l'hôpital, c'est de penser qu'on ne va pas se moquer de moi. Donc actuellement, on analyse beaucoup ces tout petits éléments cognitifs qui correspondent sans doute à des régions cérébrales peut-être dysfonctionnelles, et on les corrige avec un travail psychique ajusté à la personne. Vous avez évoqué au début de notre entretien une relation entre les maladies bipolaires et la schizophrénie. Qu'en est-il exactement? Alors, c'est un sujet très délicat, puisque dans le fond, un certain nombre de patients schizophrènes, classés comme tels, présentent des fluctuations de l'humeur, avec des moments de dépression et des moments un peu d'élation, où ils se sentent bien. Et beaucoup de patients bipolaires présentent des manifestations de type psychotique, persécution, hallucination, repli, difficulté du contact. Tant et si bien que les classifications contemporaines, celles qu'on espère dans les années à venir, distingueront moins ces deux maladies, puisque aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le big psychosis, un espèce de fourre-tout au sein duquel il va y avoir des entités psychotiques, et plutôt un autre qui va avoir plutôt des troubles affectifs, émotionnels, dépressifs. Et donc, chaque patient, dans le fond, est un peu un mélange des deux. Le patient schizophrène a un petit peu du bipolaire et le patient bipolaire a un petit peu du schizophrène. Certains patients sont au milieu. C'est ce qu'on appelle les troubles schizoaffectifs. Mais même dans les formes très pures de bipolarité ou très pures de schizophrénie, on a des manifestations chez le schizophrène de troubles de l'humeur avec de l'anxiété et chez le bipolaire, parfois quelques difficultés du contact, des difficultés d'ajustement. Donc du coup, aujourd'hui, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, on évite de faire un diagnostic précocement.
On regarde les pronostics au très long cours, alors que jusqu'à présent, on regardait 2-3 années. Maintenant, quand on regarde très longtemps, on se rend compte que c'est pas si simple. Beaucoup de schizophrènes s'arrangent avec le temps, et un certain nombre de bipolaires se dégradent avec le temps. Donc c'est moins séparé qu'on le croit. Et puis, il y a aussi toute la question de comment ces deux sujets qui souffrent de schizophrénie et de pathologie ont en commun des points, et ils ont en commun le point d'être très sensibles émotionnellement. Et ça, je crois que c'est un élément très important parce que autant chez le bipolaire, ça se voit, ce qu'on appelle l'hyperactivité émotionnelle, autant chez les schizophrènes, on ne le voit pas, on a même l'impression d'une indifférence. Alors qu'en réalité, c'est des patients extrêmement sensibles et qui, sans doute, en raison de leur extrême sensibilité, pour ne pas être perturbés par cette dernière, diminuent leur degré de sensibilité pour ne pas être violentés par le réel. Et donc, ils ont l'air distants simplement parce que le monde est trop agressif à leur encontre. Il y a juste une feuille de papier de cigarette entre eux et le réel. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent être sur leur garde. Ce faisant, ils donnent l'impression d'être en retrait, bizarre. Certains sujets, effectivement, semblent qu'il y ait des difficultés d'activation, mais pas tous. Donc pour nous, c'est quand même très très important quand on parle à un schizophrène, quand on s'adresse à lui, de le considérer d'abord et avant tout comme un être extrêmement sensible, extrêmement fragile, extrêmement en vigilance. L'hypervigilance est sans doute un des symptômes les plus caractéristiques de la schizophrénie, même chez celui qui paraît indifférent. Une question qui me brûle les lèvres et je pense que nombre d'auditeurs peuvent se la poser à ce moment. On sait aujourd'hui que dans les troubles bipolaires, il existe un déficit du lithium circulant, de la lithémie. Est-ce qu'on peut imaginer que pour la schizophrénie, quelque chose d'équivalent, un jour, serait découvert? Et est-ce que c'est une piste de recherche, j'imagine? Alors, ou pas? Oui, c'est plus subtil. En fait, chez le bipolaire, il n'y a pas forcément du lithium qui manque. Simplement, quand on met du lithium, on stabilise certains systèmes biologiques. Chez le schizophrène, la stabilisation est moins présente parce qu'on a l'impression que le schizophrène a quand même plus d'atteintes neurodéveloppementales. Et donc, ça veut dire que au fur et à mesure de son développement, depuis le développement in utero jusqu'à l'adolescence où le dernier remaniement neurologique a lieu, on a chez nos patients schizophrènes beaucoup plus d'anomalies de synaptogénèse et d'attrition des neurones. Vous savez qu'il y a une apoptose, il y a une dégradation programmée des neurones, et cette attrition est plus importante chez les schizophrènes que chez les bipolaires. En ce qui concerne le lithium, on considère que le lithium stabilise les membranes, génère des facteurs de croissance, et qui sont plus vertueux chez le bipolaire parce que justement, son réseau neuronal est moins altéré. Donc sur ce réseau beaucoup moins altéré, l'action neurotrope positive du lithium est plus efficiente. Docteur Mus, vous avez évoqué avec justesse l'attention que l'on doit porter à ces patients, l'attitude empathique du médecin, mais au-delà, les mots qu'on doit utiliser, mais également les mots que doivent utiliser l'entourage, l'attitude de l'entourage. Pourriez-vous nous éclairer sur ces points-là? Oui, alors c'est vrai que la schizophrénie, c'est une pathologie qui est quand même beaucoup associée à la violence, puisqu'il y a quand même des meurtres qui sont commis par les schizophrènes. Dans le langage populaire, on dit c'est un schizophrène, etc. Donc, globalement, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, il s'agit aussi de dire que quand un patient est prisonnier de ses hallucinations, il est prisonnier de son explication, surtout s'il a une rigidité du jugement, il peut devenir dangereux. Mais il faut savoir que c'est la grande minorité des patients, et c'est habituellement ceux qui n'accèdent pas aux soins ou qui refusent le soin. Donc globalement, nous les psychiatres, on s'intéresse beaucoup à nos patients schizophrènes parce qu'ils nous apportent beaucoup en termes de réflexion intellectuelle, de compréhension du monde, etc. Et aucun psychiatre que je connais n'a peur de la schizophrénie et des schizophrènes. En revanche, on est tous conscients qu'un certain nombre de patients sont dangereux. Donc je crois qu'il ne s'agit pas non plus d'oublier cet aspect-là. Ce qu'il est des familles, c'est qu'effectivement, les familles, dans un premier temps, il faut bien le comprendre, elles découvrent dans leur sein quelqu'un qui fonctionne d'une manière totalement différente. Et cette manière différente a lieu comme par hasard à l'adolescence.
Donc pour une famille, c'est extrêmement désarçonnant puisque l'adolescence est considérée plus ou moins comme un espace d'opposition et de différence. Donc on se trouve avec une pathologie qui va pouvoir longtemps être mise sous couvert de l'adolescence. Ce d'autant que lorsqu'une famille, effectivement, a un certain nombre de différends internes dans le couple avec les autres enfants, l'enfant malade va devenir le modèle explicatif de tout le reste. Et donc on va se trouver avec une explication à l'adolescence, une tension de couple qui va expliquer pourquoi l'enfant va mal, et pendant très longtemps, le diagnostic ne va pas être fait. Et donc on va se trouver avec des patients qui vont n'apparaître au regard de la médecine que lorsqu'ils sont dans un état dépassé, amenés par la police, dans un état de crise extrême, délirant sur la voie publique, etc. Et donc on va avoir une entrée dans la maladie et une rencontre avec le soin qui va être violente. Ou à l'inverse, on va avoir des sujets qui progressivement vont s'enfoncer, vont se déscolariser, s'enfermer dans leur chambre, et c'est à l'occasion de quelque chose d'incident, une fête de famille où la personne ne va pas aller, que tout d'un coup la maladie émerge. Donc les formes de début de la maladie sont très masquées par le social. Et donc il va y avoir dans un premier temps une grande difficulté pour la famille à accepter que leur enfant est malade. Et c'est pas qu'il est un paresseux, c'est un opposant, il a toujours été rebelle, c'est un toxicomane. Et pendant très longtemps, plutôt que de penser que l'enfant est malade, on préfère utiliser d'autres vocables, d'autres explications. Avec une impossibilité de faire un diagnostic radiologique ou biologique. Tout à fait, vous avez raison. Actuellement, en médecine courante, peut-être qu'en recherche, on peut un peu, en médecine courante, on n'est pas capable, ni avec un test génétique, ni avec de l'imagerie, aussi sophistiquée soit-elle en courant, en recherche, on peut avancer un peu, identifier avec certitude qu'il s'agit d'un schizophrène. Donc jusqu'à présent, le diagnostic est clinique, et non seulement clinique, mais aussi il faut l'évolution temporelle. Beaucoup de sujets qu'on va rencontrer présentent des manifestations extrêmement spectaculaires, et une partie d'entre eux va guérir complètement. Donc, pour l'instant, on ne peut pas avoir un diagnostic de certitude lors du premier entretien. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il s'agit d'un épisode psychotique, c'est-à-dire comme de la fièvre. Voilà, on a quelque chose qui s'appelle la psychose à un instant T. Comment cette psychose va évoluer? Est-ce qu'elle va se chroniciser? Est-ce qu'elle va être fugitive? Est-ce qu'elle va se modifier en trouble de l'humeur? Personne ne peut le dire au début. Et c'est pour ça, et beaucoup de nos familles nous le reprochent, nous ne nous prononçons pas au début, car on ne sait pas réellement, tant le cerveau est plastique, quelle va être l'évolution naturelle de la pathologie de la personne qu'on rencontre. Un point qui est quand même très très important, c'est de comprendre que le cerveau, c'est un organe qui a le droit de tomber malade. Le muscle a le droit de tomber malade, le cœur a le droit de tomber malade, le poumon a le droit de tomber malade, les yeux ont le droit de tomber malade, le cerveau aussi a le droit de tomber malade. Et quand il tombe malade des manifestations qu'il sait gérer. Le cœur gère la fréquence cardiaque, la puissance d'éjection, le cerveau gère les émotions, la pensée, les stratégies d'action. Donc quand un cerveau tombe malade, eh ben, ce sont les pensées qui tombent malades, les émotions qui tombent malades et l'action qui tombe malade. Et il se trouve que la schizophrénie réunit l'ensemble de ces trois anomalies. Le mouvement est ralenti, l'initiative est diminuée, l'émotion est paradoxale et la pensée est atypique. Et donc, dans cette constellation, le sujet, la personne malade, essaie de trouver du sens. Et c'est cette lutte qui nous intéresse, nous, en tant que thérapeutes. Qu'est-ce que la personne met en place pour tenter d'expliquer ce qui lui arrive? Et donc, la famille doit comprendre que la personne qui souffre, elle a progressivement ressenti les hallucinations, progressivement compris que les choses avaient changé, et elle s'est donc habituée. Ce qui fait que la plupart de nos patients, quand on les rencontre pour la première fois, ils ont déjà les symptômes depuis 4 à 5 ans. Et c'est pour ça que justement, ils se sont progressivement enfermés, qu'ils se sont progressivement mis de côté, parce que les voix ont commencé il y a longtemps, parce que les interprétations ont commencé il y a longtemps, parce que les troubles de l'attention ont commencé il y a longtemps.
Et ça n'est que lorsque on atteint un paroxysme, des blocages, que les manifestations apparaissent pour la première fois. Mais en réalité, l'enfant malade est malade depuis déjà très longtemps. Et donc, pour la famille, c'est une révélation, pour l'enfant, c'est une accoutumance. Et donc, il va falloir rejoindre les deux temporalités, celle de l'enfant qui a progressivement laissé son cerveau laissé envahir par les manifestations qu'il ressent, et la famille qui découvre pour la première fois que l'enfant va mal. Accepter à ce moment-là qu'il est malade, c'est difficile. Et est-ce que vous pourriez nous dire, vous, comment vous conseillez aux médecins de s'adresser à ces jeunes patients et aux parents? Comment faut-il parler à ces enfants? Moi, je pense que c'est tout à fait important, ce que vous dites. C'est important parce que, on le disait tout à l'heure, la psychose, c'est d'abord une expérience du monde, un être au monde, comme aurait dit les phénoménologues, c'est-à-dire une manière de concevoir le réel par les informations. Nous concevons le réel par les informations que nous avons. Et si ces informations changent de nature ou deviennent, la plupart du temps chez les patients, ambiguës, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Tiens, le soleil se lève, mais est-ce que ce soleil qui se lève, c'est la Terre qui tourne? Est-ce que c'est Dieu qui émerge? Est-ce que c'est le rayonnement ultraviolet qui arrive? Est-ce que c'est l'inéluctable du monde qui arrive? C'est tout ça. Et du coup, le patient est perplexe face à cette multiplicité. Il perd ce qu'on appelle l'évidence naturelle. Et du coup, dans son effort de désambiguation, de comprendre les choses, il reste perplexe et il se simplifie la tâche en se disant « c'est parce que ». Et donc, il va prendre à ce moment-là son délire, le délire va lui simplifier la tâche. Donc, ce qui va être important pour rentrer en contact avec le sujet, c'est qu'il nous fasse part de son expérience. Quand les voix vous parlent et que vous disent que vous êtes Dieu, ben, ça doit être une sacrée responsabilité d'être Dieu, parce qu'il faut porter l'humanité sur ses épaules. Donc là où jusqu'alors on décrivait un délire mégalomaniaque, on va montrer que chez le sujet, au contraire, c'est un délire au sein duquel il se sent immensément responsable. Et c'est cet écrasement par cette responsabilité d'être responsable du monde qui va tout d'un coup l'aider et nous aider à trouver un accord en disant « et si c'était trop difficile d'être Dieu ?» plutôt que de dire « Dieu, vous n'êtes pas Dieu », comme on disait jusqu'alors. Et donc à ce moment-là, d'aider la personne à concevoir que le traitement va lui servir à diminuer l'immense responsabilité liée à cette perception et liée à cette explication en proposant une alternative. Et du coup, le traitement pharmacologique et le traitement psychologique vont à l'amble et à ce moment-là servent à la même chose, à faire en sorte que l'expérience soit moins difficile. C'est pour ça que je parlais d'un début de libération, en fait. Tout à fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est de travailler sur l'expérience du sujet. Ça veut dire quoi pour vous quand vous sortez, que vous avez l'impression que les voitures qui se terminent par numéro 7, eh ben, elles sont en train de vous poursuivre? Est-ce que quand les gens dans le couloir ont hoché la tête, ça veut dire qu'ils sont en train de se moquer de vous? Au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire que c'est trop dur. Ça veut dire que c'est trop angoissant. Ça veut dire que je ne sais plus comment faire. Et c'est partager ça, c'est permettre à la personne de nous faire mieux part de ce qu'elle vit et nous mieux de l'aider. Plutôt que de corriger le symptôme, on essaie d'aménager l'expérience du symptôme. Et c'est là le grand changement de paradigme qui nécessite, à mon avis, un peu de temps et surtout, dans notre tête de médecins qui sommes habitués au modèle pasteurien, c'est-à-dire un symptôme, une cause et pas une élaboration, eh bien, il va falloir effectivement travailler sur, au bout du compte, c'est la perception que le sujet se fait de son symptôme qui l'envahit. Et qu'est-ce que c'est que le traitement? C'est de modifier cette capacité perceptive, ou en tout cas d'éprouver. Pour terminer, mais terminera-t-on un jour avec cette question? Pourriez-vous revenir sur ce que vous avez mis en place, qui est extrêmement original et qui rend des services merveilleux? C'est cet accompagnement des parents et ces groupes que vous avez créés qui accueillent la parole des parents, qui libèrent la parole des parents, mais qui leur permet de s'exprimer, et en même temps, vous, de jouer ce rôle d'aide, d'apporter cette aide supplémentaire. Moi, je pense qu'effectivement, nos patients schizophrènes sont des patients très perdus, qui ont vraiment besoin du support familial énormément.
Et du coup, il faut absolument fonctionner avec les familles, les aimer, les aider et les aider à comprendre. Et dans un premier temps, il faut accepter qu'il y a un temps incompressible au cours duquel les sujets ne vont pas, les familles ne vont pas pouvoir faire le travail suffisant pour comprendre que leur enfant est malade. Il va y avoir une partie de déni, une partie de colère, une partie d'opposition au système de santé, une partie de refus du médicament, une partie du rejet de l'enfant. Ça fait partie d'un temps qui est psychologique, et quand on a un enfant malade, il y a un certain caractère insensé qui se met en place. Et donc, il faut accepter, accueillir ça. Une fois qu'on a passé ce cap et qu'on comprend les symptômes, qu'on comprend qu'il s'agit d'une maladie, il y a un cap extrêmement important et qui est très difficile chez ces familles qui se sont recroquevillées dans leur silence et dans leur douleur, c'est d'aller bien. Parce que pour un enfant, avoir une famille qui va bien, c'est se rendre compte qu'on ne pèse pas sur elle. Or, la plupart des parents considèrent qu'ils doivent aller mal parce que leur enfant va mal, comme signe d'amour. Moi, en tant que parent, je ne peux pas ne pas aller mal puisque mon enfant va mal. Et cette manière de fonctionner, qui fait que tout le monde va mal, est très mauvaise puisqu'elle culpabilise l'enfant de mettre ses parents en état de maladie. Et donc, c'est un très long chemin d'aider les familles à aller bien. Et comprendre qu'on peut aller bien, c'est comprendre qu'on peut aider son enfant. Alors que dans un premier temps, qui dure environ 8 à 10 ans, les parents vont mal pour montrer à leur enfant à quel point ils tiennent à eux. Et donc là, il y a un travail effectivement de changement de paradigme dans la tête des familles, qui est très long à mettre en place. Et puis, la question, c'est de trouver la place entre le soin prodigué par les soignants et la place du courage, du soin qu'on porte à sa famille. Et donc, le soin, c'est prendre soin d'eux et soigner. La médecine soigne, les parents prennent soin d'eux. Et donc, dans ce concept de cura, curare, du latin, porter soin, les familles gardent le soin de l'affect et les soignants gardent le soin de la pathologie. Et cette séparation est très subtile, mais elle existe. Et c'est pour ça que parfois les familles envahissent le champ de la médecine et donc sont en permanence en train de régler les affects qu'ils ont avec leurs enfants via la médecine, les médicaments. Et les soignants, parfois, pour vouloir bien faire, se substituent à la famille et envahissent le champ affectif par le champ thérapeutique. Et je crois qu'il y a un travail d'élaboration à faire qui prend un peu de temps et qui nécessite de se rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très important d'avoir des espaces d'humour et de distance avec les familles pour dédramatiser, donner de l'espoir, parce qu'au bout du compte, il y a un nouveau projet à créer. L'enfant qu'on imaginait, c'est pas celui qu'on a maintenant. Comment aimer un enfant qui a un autre projet de vie, qui correspond pas à ce qu'on avait prévu pour lui? Peut-être il se mariera pas, peut-être il travaillera pas, peut-être il n'arrivera pas à vivre seul. Est-ce qu'on peut avoir un projet? La réponse est oui, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains n'ont pas de travail. Est-ce qu'ils sont toutes les personnes sans travail sont toutes malheureuses? La réponse est non. Donc le travail, c'est une des modalités d'expérience de soi, du monde, mais c'est pas la seule. Et au bout du compte, la seule chose qui compte, à mon avis, c'est d'arriver à créer des espaces de rencontre. Parce que la vie, c'est une expérience de rencontre. Et je pense que si on parvient à ça, l'enfant, plus tard l'adulte, plus tard le sujet âgé, parce qu'on est schizophrène jusqu'à la fin de ses jours, peut avoir une vie qui fait sens. Vous avez utilisé un mot que j'allais utiliser, c'était le mot espoir. Moi, j'entends de l'espoir dans ce que vous dites. J'entends vraiment des perspectives nouvelles pour ces patients. Et c'est quelque chose qui est merveilleux, en fait. Et vous contribuez, en tout cas, à cet espoir et à ces nouvelles chances que vous apportez à ces patients. Voilà, docteur Nuss, nous arrivons au terme de cet entretien. Je voulais vous remercier. Et je le fais avec beaucoup d'émotion, parce que, et je pense que nos téléspectateurs ne se seront pas trompés, nous avons rencontré un homme de science, un grand médecin et un grand humaniste. Voilà.
Je vais vous dire aussi que, pour paraphraser le poète qui dit que rien de grand ne se fait sans passion, eh bien, vous avez cette passion et vous faites quelque chose de grand et nous sommes très admiratifs de ce que vous faites. Merci à vous, Dr Mus. Merci à vous.